premier temps, comme beaucoup, hein, j'ai commencé à découvrir le poker, j'avais 18-19 ans. J'étais à la fac à l'époque. Et globalement, j'ai découvert le poker parce que le jeu m'a intéressé. Ça a été la première des choses. Voilà, j'aimais bien un petit peu essayer de comprendre un peu plus comment ça fonctionne. J'étais attiré un petit peu par ce jeu de cartes. J'ai été aussi au tout début dans une association où ça m'a permis un petit peu de découvrir les règles, de découvrir un petit peu le fonctionnement des formats. Donc c'est vraiment là où j'ai découvert le poker quand j'avais, on va dire 18-19 ans. À partir de 19 ans, donc là où j'étais quand j'étais à la fac, c'est vraiment là où j'ai décidé un petit peu de commencer à m'inscrire online, de grind et petit à petit essayer d'aller un petit peu plus haut, de comprendre un peu mieux les choses, de monter un peu les limites. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai découvert et que j'ai commencé. Après la question qui était de comment je me suis formé au début, moi à l'époque où j'ai commencé, donc là j'ai 29 ans maintenant. Euh, donc c'était il y a, allez, on va dire à peu près 10 ans. Il y avait peu de contenu disponible à l'époque. Euh, donc ça a plutôt été par connaissance, par amis qui m'ont un petit peu aiguillé, qui m'ont donné des conseils. Et c'est vraiment comme ça au début où j'ai fait mes premières armes entre guillemets. Alors bon déjà, ce qu'il faut noter, c'est que le poker a énormément changé. La façon de travailler à l'époque n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils en fait qui rendent le travail beaucoup plus simple ou du moins, on va dire beaucoup plus accessible. Je pense notamment à un petit peu les solvers, je pense aussi aux trackers. Bref, on peut avoir tout un tas d'informations assez facilement et de façon très accessible, simple, claire, rapide. À l'époque, quand tu voulais solver une main, tu allais sur GT Wizard, il fallait prendre sur PioSolver, il fallait prendre on va dire un serveur un petit peu annexe. Solver des mains, ça prenait longtemps, c'était fastidieux, c'était compliqué, donc c'était moins évident. Aujourd'hui, avec tous les outils que tu as, c'est assez simple. Moi, comment je travaille globalement, je suis vraiment de l'école où, en termes de technicité pure et dure, je pense que jouer au poker, pratiquer, c'est vraiment essentiel. Ça, c'est la première des choses. Beaucoup jouer, c'est super important pour se rendre compte des choses, devenir un petit peu meilleur, corriger nos leaks, essayer de se poser les bonnes questions, s'entourer. Et c'est un petit peu ce que je fais aujourd'hui, notamment avec le PLO, parce que je pense être pas un des seuls, mais un des rares joueurs, on va dire, qui joue les online, les limites les plus hautes en Hold'em et en PLO en même temps. Le PLO, c'est un petit peu plus nouveau pour moi. Forcément, j'ai pas tous les bagages techniques du Hold'em, mais du fait que j'ai vraiment mon coloc qui est un des meilleurs joueurs français en PLO et deux, trois amis qui sont très proches qui jouent beaucoup ce format-là. Ils m'ont un petit peu formé. Je leur ai envoyé pas mal de mains. Ils me corrigent beaucoup de plays, beaucoup d'erreurs. Donc, ça va plutôt être dans ce sens-là aujourd'hui. Moi, que je pense que je vais progresser. Ça peut être en partageant avec des gens de mon niveau ou des gens meilleurs ou même des gens moins bons. Ça va être vraiment comme ça que je trouve l'approche super essentielle pour pouvoir réfléchir à des concepts ou à des choses sur lesquelles on n'y prêtait pas forcément attention. Intéressant. Déjà, j'ai remarqué plusieurs trucs. La première des choses, c'est que au début, je me capais à jouer du hold'em et moi, j'ai des horaires où je joue globalement beaucoup le matin et l'après-midi. Et donc tous les matins, je suis là sur quasiment tous les sites et il y a forcément des matins où il y a moins d'action. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y a des moments où je me forçais à jouer des games que je ne trouvais pas spécialement super belles, où ça swingait beaucoup, le niveau était globalement élevé, alors que je regardais, je voyais des tables de PLO où le niveau avait l'air, où il n'y avait pas de règles, très peu de règles, il y avait des sièges libres. Et je me suis dit, putain, mais en Moldem, ça n'arrive pas. Quand il y a un joueur récréatif qui s'assoit à une table en 1K, en 20 secondes, la table est remplie. En PLO, c'était pas le cas. Et je me suis dit, il doit quand même avoir, ça doit être intéressant de pouvoir jouer sur ce format-là parce que les tables ont l'air à des moments plus belles. Et je me suis dit que mon EV allait forcément être beaucoup plus importante si j'arrivais à mixer les deux. Ça a été la première des choses. Et c'est ce pourquoi j'ai voulu un petit peu m'engager dans le PLO. La seconde chose, ça a été aussi le fait que le jeu est intéressant. Le jeu est intéressant, il y a quand même pas mal d'actions, c'est assez fun. C'est un jeu qui plaît beaucoup aussi aux joueurs récréatifs. Donc, je trouve que en termes voilà, comment dire, de kiff, c'est un format qui est super intéressant. Et après, la seconde chose, pour faire un petit peu le rapprochement du PLO avec le Hold'em, vu que le PLO, globalement, c'est un jeu où on sait que notre main qu'on a au flop ne gagnera pas la river, ça nous fait prendre conscience de tout un tas de choses et de la jouabilité de notre main, on va dire, un petit peu dans son ensemble turn river.
Et du coup, en réfléchissant comme ça, ben forcément, tu vas être meilleur en hold'em. Parce qu'en hold'em, ça va te paraître beaucoup plus naturel de trouver des mains que tu vas pouvoir, par exemple, check raise, des mains avec lesquelles tu vas pouvoir faire des tout droits ou bluffer. Parce que en PLO, avec cette notion un petit peu de jouabilité turn river, ben, tu vas pouvoir faire des liens et des ponts un petit peu comme ça. Je trouve super intéressant. Donc oui, ça rend un petit peu ben, même meilleur dans cette, on va dire, sur cette approche-là. Alors, j'ai coaché beaucoup d'élèves, j'en coach quasiment plus maintenant. Pourquoi? Parce que je me focus vraiment, vraiment sur le poker et sur le jeu. C'est-à-dire aujourd'hui, si je coach une fois par mois, admettons un élève, ça va être un petit peu le maximum. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, je vais pas dire moins maintenant, mais voilà, je l'ai fait et j'ai vraiment envie de me concentrer à fond sur le poker. Alors, moi, de ce que je remarque déjà en coaching et avec les élèves que j'ai eus, ce qui est intéressant déjà, c'est de se noter où c'est qu'ils veulent aller avec le poker. Ça, c'est la première des choses. En termes de leak, après, on pourra en parler un peu après. Mais déjà, c'est quoi l'approche globale des gens qui prennent du coaching au poker? Ils n'ont pas tous les mêmes objectifs. Donc, ce qui est super important dans un premier temps, c'est définir l'attente. Quelqu'un qui a 45 ans, 2 enfants et qui travaille et qui veut jouer au poker pour se faire plaisir, ben, je vais pas le coacher de la même façon ou mon approche sera pas la même qu'un jeune de 20 ans qui veut faire, par exemple, que ça ou qui a envie vraiment d'évoluer et de pouvoir potentiellement vivre que du poker. Donc ça, déjà, je pense, dans un premier temps, il faut définir ces objectifs-là. Et c'est même limite un des leaks principaux que je vois, c'est que les élèves ou les joueurs qui veulent progresser au poker, il faut savoir ce qu'ils veulent réellement avec ce jeu-là. Est-ce qu'ils veulent une perspective de carrière? Est-ce qu'ils veulent vraiment gagner de l'argent et progresser? Est-ce qu'ils veulent simplement apprendre, se faire plaisir et essayer de devenir meilleur ou mettre énormément d'énergie dans le poker? Donc globalement, déjà, il faut vraiment définir les besoins de l'élève. Il faut que l'élève il sache lui-même ce qu'il veut réellement. Ça, c'est la première des choses. Après, si on a des élèves, bah, du coup, qui ont des profils vraiment, voilà, ils veulent mettre beaucoup d'énergie dedans. Moi, le premier lead que je trouve chez les élèves, c'est souvent le manque un petit peu de détermination, le fait de pas se dépasser et de s'endormir un petit peu sur ses lauriers ou du moins de pas vraiment s'impliquer à fond, 100% dans le poker. Et ça, c'est le lead principal entre guillemets que je remarque, dans le sens où le poker aujourd'hui c'est dur. Le niveau est compétitif. On joue contre beaucoup d'étrangers, des Français, bref. Et si on veut vraiment tirer son épingle du jeu et être meilleur que nos adversaires, monter les limites, monter notre rôle et vraiment se mettre un petit peu à l'abri et se dépasser, bah, en fait, c'est un peu le cheminement, je ne vais pas dire de toute une vie, mais de beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices. Et ça, je pense que les joueurs aujourd'hui en ont pas conscience pour beaucoup, n'ont pas conscience le sacrifice que ça demande au poker si on veut être performant. Et moi, globalement, c'est un petit peu les leaks principaux que je remarque, où quelqu'un d'impliqué ou qui veut s'impliquer ou progresser, je trouve qu'il lui manque un petit peu encore, pour beaucoup, bah, de la détermination et de se mettre vraiment à 100% dedans. Ouais. Mais par rapport à l'aspect mental, justement, quelle méthode tu utilises pour même que ce soit des warm-up, que ce soit après justement pour te cool down, etc., ou même pour gérer les downswings, etc. Euh, quel travail tu fais sur toi et quel travail tu conseilles justement par rapport à l'aspect mental? Alors moi, je conseille, vraiment une chose, c'est, on part du principe qu'au poker, on peut anéantir toute notre progression de 1 mois en 2 heures. Et par exemple, on fait une mauvaise session, on tilt ou on joue pas très bien. Bon, bah, peut-être ça fait 2 semaines que ça se passe bien. Ben là, pendant 2-3 heures, 4 heures, une journée, on a craqué et au final, on fait 3 pas en arrière. Donc ça, en fait, si on veut éviter ou du moins si on veut essayer tout le temps de jouer, on va dire un petit peu à game ou de faire le moins d'erreurs possible ou de ne pas craquer, pour moi, ça passe par avoir une routine. Et ça va être en fait la routine qui va faire que l'on va pouvoir, entre guillemets, tout le temps se rattacher à ça. Et moi, c'est aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de cultiver, c'est ce que j'essaye d'avoir, dans le sens où, par exemple, moi, je vais me lever très tôt, tous les matins, entre, allez, on va dire entre 6 heures et 7 heures du matin. Je vais jouer tous les jours, je vais faire mon petit sport, mon petit pain froid, etc., etc. Je vais manger mon petit plat, toujours un petit peu pareil. Et en fait, je vais me rattacher à toutes ces petites choses autour pour tout le temps avoir une structure, un cadre. Et ce cadre-là, en fait, fait que je vais dévier le moins possible par émotion ou par, on va dire, faillite un petit peu mentale.
Et c'est ce cadre-là, en fait, qui va faire que je vais pouvoir toujours essayer d'être au top un petit peu mentalement, apprécier les swings, savoir gagner, savoir perdre, et toujours en me rattachant à mes horaires, à mon cadre et à ce que je sais faire. Et je sais qu'il faut que je respecte ça. Alors moi, j'ai vraiment fait partie des joueurs à l'époque, hein, j'ai commencé à gagner de l'argent vraiment, on va dire pour en vivre quand j'étais à la fac. C'est ça un petit peu qui payait mes études. À l'époque, j'étais en NL50 et j'avais une rôle qui était quand même, on va dire assez conséquente pour la NL50. Donc si j'aurais eu un truc à changer aujourd'hui, peut-être je serais monté un petit peu plus vite. Je serais resté en 50 moins de temps et j'aurais un petit peu plus forcé les portes. À l'époque où je jouais en 50, pour donner un ordre d'idée, j'avais quasiment monté déjà 20K. Donc j'avais à peu près 400 buy-in et je restais dans cette limite-là. Pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours eu une approche où j'ai voulu être très safe en termes de gestion et très safe voilà, en termes de rôle, parce que je savais que si je perdais tout, ben, j'avais plus rien. Et vu que j'étais un petit peu tout seul, voilà, j'avais pas forcément des parents qui auraient pu m'aider ou etc. Mais pour moi, le capital que j'avais au poker, c'était quelque chose de super essentiel et j'y faisais attention. Donc c'est pour ça que on va dire, j'ai eu une progression quand j'étais à la fac qui aurait pu être plus rapide si jamais j'avais, par exemple, si j'étais passé en 100 plus vite ou même shot un petit peu plus vite en 200. Donc ça va être, allez, ça aurait pu être ce sur quoi j'aurais pu gagner un petit peu de temps. Ensuite, après, dans ma gestion, enfin on va dire dans ma progression, je pense pas avoir perdu énormément de temps. Je pense être monté quand même assez vite dans les très hautes limites. Au final, même si ça m'a mis 7-8 ans, c'est aussi normal. Je vois pas comment on peut, enfin, ça peut arriver, hein, aujourd'hui, il y a des progressions qui sont fulgurantes, mais si on veut vraiment s'installer dans une limite, être à l'aise, avoir assez de rôles, savoir perdre, savoir gagner, avoir une vie, un cadre qui va être structuré, équilibré, bah, il faut quand même prendre un petit peu de temps. Tout se fait pas en 6 mois ou en 1 an. Donc c'est normal aujourd'hui d'avoir des progressions qui vont durer 2-3 ans pour vraiment s'installer ensuite dans les limites les plus hautes. Moi déjà, je pars du fait qu'il faut être curieux au poker. C'est-à-dire un outil, un coach, c'est pas ça peut être bien, mais ça sera pas forcément, on va dire, la résultante parfaite. Ce qui est important, c'est d'être curieux, de découvrir un petit peu tout ce qui existe et de toucher un petit peu à tous les outils et surtout d'avoir sa propre vision un petit peu du jeu et d'avoir réellement de la hauteur. Moi, ce que je constate beaucoup, beaucoup, beaucoup sur notamment des règles, par exemple, que j'ai eu coachés qui jouent en 100, en 200, c'est qu'ils vont avoir une approche, ils vont avoir une approche en fait où ils auront souvent peu d'identité. Ils vont essayer de copier un solver, ils vont essayer de copier ce que fait quelqu'un et forcément ils feront un moins bien. Et ils n'auront pas leur propre esprit critique. Donc moi, ce que je propose déjà, dans un premier temps, c'est quand on joue un coup au poker ou quand il nous arrive une situation, stop. On s'arrête, on la reprend, on prend un papier, on prend un crayon et on se dit, OK, comment je peux gagner ce coup-là? Comment ce coup-là, je peux faire quelque chose d'intéressant? On s'en fiche dans un premier temps, je parle pas du solver, on s'en fiche que ça soit théorique ou pas. On se dit, OK, bah, je sais pas, admettons, là, j'ai As-8, j'ai call en bébé, notre adversaire a relancé au bouton, flop, ça vient dame valet 4, check check, turn 6, OK, qu'est-ce que je peux faire? Et quand il check, qu'est-ce qu'il a? Quand je check, qu'est-ce que j'ai? Et est-ce que je peux, par exemple, faire un play qui n'existe pas? Est-ce que je peux mettre 3 fois le pot? Est-ce que je peux donc bet? Est-ce que je peux click? Est-ce que je peux check raise? Bref, essayer de trouver tout le temps cette façon de se dire comment je peux mettre en difficulté mon adversaire. Et si jamais, on va dire, et ça, je pense que c'est la meilleure, pour le moment, la meilleure approche, notamment quand on joue en dessous de la 400. Plus haut, ça marchera moins, parce que forcément, en faisant des plays qui sont peu académiques, on va tomber contre des joueurs déjà, mais qui réfléchissent bien et qui vont pouvoir bien nous contrer, qui vont être très carrés. Et c'est là où il va falloir peut-être revenir à une certaine structure théorique. Mais plus bas, en fait, on s'en fiche. Et c'est ce que je dis. GT Wizard, faut pas oublier qu'il joue c'est un robot qui joue contre un robot qui a 5 sizing ou 6. Et les humains n'ont pas 6 sizing. Donc en fait, il y a plein de situations qui ne servent, on va dire, pas à grand chose. Et ce qui est super utile au poker, c'est vraiment ça. Comment on peut gagner tous les coups dans lesquels on s'engage? Comment on peut faire tilter nos adversaires? Comment on peut les faire craquer? Comment on peut leur faire de grosses erreurs? Comment je peux faire en sorte que mon adversaire a du mal à me lire, le faire payer quand je suis en value et le faire folder quand je suis en bluff. Donc tout ça, pour moi, c'est des choses, on va dire, qui peuvent s'améliorer et se travailler un petit peu. Je vais pas dire, c'est un peu des cas uniques où on va, voilà, regarder notre coup, essayer de réfléchir, soit seul, soit avec un copain, et se dire, ok, on peut faire ce qu'on veut. Et l'erreur que je vois aujourd'hui, c'est que les gens en fait se capent, on va dire mentalement, ou se capent en termes de ce qu'ils ont le droit de faire ou de pas faire. Au poker, on peut faire ce qu'on veut. Et pourquoi on peut pas l'essayer en fait?
Et je vois trop de gens qui disent ah mais non mais là t'as pas le droit de faire ça, ou là tu dois call, ou là tu dois folder. Bah non en fait, on peut faire ce que l'on veut et ça il faut en avoir conscience. Et justement si on teste plein de choses, après on remarquera qu'il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent pas, et le but ça sera ensuite de faire le tri entre ce qu'on a l'impression qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et c'est comme ça on va dire qu'on va avoir des lines qui vont marcher, qui vont nous faire gagner beaucoup plus d'argent. Et c'est là souvent pour moi que se fait la différence. Tu as eu le temps de les tester, tu en penses quelque chose? Deep Solver, je suis allé voir un petit peu ce que c'était, à quoi ça ressemblait. J'ai hésité à prendre un abonnement. Moi, pour le moment, c'est pas forcément, on va dire mon leitmotiv, dans le sens où j'estime que le travail que j'ai à faire, moi, dans les limites où je joue, déjà techniquement en PLO, j'ai encore plein de choses à apprendre. Et en Hold'em, je pense que la plupart du boulot qu'il y a à faire à partir de la 600 plus, 600 1K, même 2K, ça va être souvent, on va dire, de l'analyse de profil. Donc moi, je vais mettre plus d'énergie aujourd'hui à prendre mon tracker, à décortiquer ce que fait un reg et à essayer de me poser les bonnes questions, à essayer par exemple de trouver des bonnes stats que je pourrais mettre dans mon tracker qui vont m'aider à prendre des décisions ou à déceler un leak chez mon adversaire. Par exemple, je vais t'en dire une toute bête. La dernière fois, je me suis dit, putain, maintenant, les mecs, ils overbet énormément sur la turn. Souvent, on est là, on a deuxième paire, troisième, enfin, top paire, deuxième paire, troisième paire, bon, bref. On a souvent des situations compliquées. Comment on va pouvoir un petit peu équilibrer ou essayer de mieux jouer VS un overbet à la turn quand on est hors position? Mais je me suis dit, mais ça serait bien d'avoir des stats sur ça. Alors, on peut en coder une. Bah, j'avais codé, par exemple, one to shutdown river when mon adversaire overbet à la turn. Et du coup, déjà, ça me donne une appréciation. Et je me dis, ah, ben, je sais que lui, quand il overbet à la turn, il gagne beaucoup river. Donc, il est beaucoup plus en value. Donc, je vais pouvoir jeter un petit peu plus. Et ça, pour moi, je pense que ce travail-là, logique, en fait, c'est ça qui, aujourd'hui, dans nos limites, ou du moins en 600, 1K, 2K, c'est ça qui va faire un petit peu la différence, plus que simplement être très théorique sur un point particulier. Et là où j'en reviens un petit peu à notre esprit critique, à notre logique, à notre hauteur, c'est qu'il faut être capable, au bout d'un moment, de se poser, de se dire, OK, cette situation-là, j'ai du mal, et comment je résous ce problème-là? Quel est le processus que je vais mettre en place pour résoudre cette situation qui me pose problème? Ben, peut-être que je peux coder une stat, peut-être que je peux regarder dans mon tracker comment être mieux équilibré, peut-être que je peux regarder un petit peu le solver pour voir ce qu'il fait à ce moment-là, prendre toutes les informations qu'on a autour, essayer de faire un mix de tout ça et créer quelque chose qui va résoudre ce problème-là. Et moi, elle est là mon approche en fait, et c'est plutôt comme ça que je travaille le jeu maintenant. Ouais, moi clairement, je pense que c'est là où je gagne où je gagne le plus d'argent, c'est normal contre les joueurs mauvais, mais je pense que j'ai un win rate qui est bien plus élevé, pour un joueur régulier contre un fiche, que la plupart des règles, dans le sens où, j'ai pas forcément travaillé, mais ça a été beaucoup aussi d'instinct, où je suis très, très, très agressif contre les fiches. Je vais beaucoup les isoler. Ils ont des patterns qui sont tout le temps un petit peu les mêmes qu'on va pouvoir exploiter. Et je prends aussi beaucoup de notes sur les joueurs récréatifs. C'est-à-dire que pour moi, l'essentiel de mes notes est sur les joueurs récréatifs. Dans le sens où souvent les joueurs font le contraire. Et j'ai envie de te dire, bah, c'est juste pas logique parce que c'est pas le reg à la fin de l'année qui va te faire ton année ou qui va faire que tu vas gagner énormément d'argent. C'est pas l'Allemand qui va jouer en 5-10 qui va faire que tu vas être joueur de poker professionnel parce que tu l'as pris une tonne. Non, souvent, c'est les joueurs qui sont plus faibles que toi. Donc là où c'est intéressant, c'est que les joueurs récréatifs, ils ont plein de façons de concevoir un petit peu leur récréativité. Il y en a qui sont tight, il y en a qui sont passifs, il y en a qui 3-bettent beaucoup, il y en a qui bluffent jamais. Bref, il y en a qui font que des petits sizing, il y en a qui size très cher. Donc en fait, ce qui est super important, c'est d'avoir un maximum d'informations sur les joueurs récréatifs, notamment ceux que je vais jouer régulièrement. Et dans mes limites, à partir, on va dire, de la 5-10, c'est souvent un petit peu les mêmes qui reviennent. Donc, du coup, c'est là où c'est super intéressant, je trouve, et où notre travail doit se faire, c'est d'avoir un maximum d'informations sur eux. Et toujours pareil, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire contre des joueurs récréatifs qui ont un style de jeu très particulier, ben, pour investir le moins possible quand on est en bluff et gagner les coups, et essayer de se faire payer et avoir une grosse rentabilité quand on a vraiment une main. Et tu vois, je te prends un exemple tout bête. Là, on en a un, allez, je vais donner ça comme information. On en a un sur un site qui joue souvent 3-6, 5-10 et qui limpe tout. Il trappe tout, il limpe tout, etc. Et en fait, il a un pattern où il fold énormément de turns. Et bah, moi, je vais juste le jouer ABC, où de temps en temps, bah, je vais l'ISO quasiment à tous les tours. Quand j'ai rien, je bet une blind flop, une bet turn, et une fois sur deux, enfin une blind au flop, une blind à la turn, et une fois sur deux, il passe sa main.
Et j'ai même pas besoin de mettre cher. Et je vois que tous les autres règles, ils sont encore en train de le bluffer à jouer normalement, ça n'a pas de sens. Et si tu veux, et c'est là où je me dis, mais comment ils remarquent pas qu'en fait, en mettant une blinde, mais en fait, ils fold à la turn et t'as même pas obligé de bluffer. Ou tu peux bluffer river et c'est suffisant. Et plein de choses comme ça, en fait, où l'adaptation contre un joueur récréatif, je trouve qu'elle doit être, on peut vraiment la pousser au paroxysme du paroxysme, même si ce que l'on fait peut nous paraître un petit peu stupide. Du moment que ça marche, en fait, bah, c'est la bonne réponse, tu vois. Attends, je suis en train de regarder si j'avais oublié quelque chose. Bah, d'ailleurs, pour rebondir sur ça, là, je vais sortir un module sur mon site qui va arriver bientôt, un module de 6 vidéos qui s'appelle Crush le fish où, entre guillemets, bah, je transmets un petit peu tout mon savoir sur comment un joueur peut vraiment exploiter et défoncer un joueur récréatif avec tous les types de récréatifs différents, que ça soit par rapport aux positions, au nombre de blinds que l'on a, notamment dans des games où des fois on a 200, 300, 400 BB deep et que le fish a aussi 400 BB deep. Et comment en fait, moi je vais exploiter ces joueurs-là, quelles sont les erreurs à faire, les erreurs à pas faire, pardon, quelles sont les values ambitieuses que l'on peut faire et comment en fait on va créer toute cette structure-là, enfin, tout notre jeu, comment on va baser tout notre jeu pour exploiter au paroxysme un petit peu les joueurs récréatifs. Et ça va arriver là sur ma plateforme là dans quelques jours, enfin dans quelques semaines. J'en reviens un petit peu toujours à cette question un peu de logique, c'est-à-dire que si on passe notre temps à essayer d'apprendre par cœur un solver, à faire du copier-coller de ce que fait un joueur, ben on va pas avoir notre propre esprit critique en fait. Et si on joue beaucoup, qu'on essaye de se poser un petit peu papier-crayon ou devant notre tracker, regarder les mains, se demander ce que l'on peut faire de mieux ou de moins bien, ou trouver des exploits, ou essayer d'être curieux, ben en fait, naturellement, notre façon de jouer contre un joueur récréatif va complètement changer et on va trouver des plays super exploitants naturellement. Et souvent, les joueurs n'en trouvent pas ou peu ou le font mal parce qu'ils n'ont pas justement cette hauteur, parce qu'ils ont trop l'habitude de pas trop avoir d'esprit critique, de trop recopier ce qui se fait ou de trop baser leur réflexion ou leur jeu en copiant, on va dire, un peu une théorie, qu'après, dès qu'ils doivent être out of line ou out of radar contre un fish, ils ont du mal à le faire. Et ils vont avoir du mal à sortir de ce cadre qui va les bloquer. Et c'est un petit peu ce que je remarque aussi en coaching. Et c'est pour ça que moi, j'adore coacher des élèves. Par exemple, tu peux avoir des élèves qui arrivent, qui sont, on va dire, très créatifs, qui peuvent faire des énormes spews, hein. Mais voilà, ça part un peu dans tous les sens. Ils sont très créatifs, ils jouent beaucoup. Ceux-là, je trouve que c'est les meilleurs profils à coacher. Parce qu'en fait, le travail, ça va juste être de les structurer. Mais l'idée, la créativité et on va dire tout ce qu'il y a autour, la hauteur, ils l'ont déjà. Donc en fait, après, le seul travail, ça va être sur des spots, de dire non, là, faut s'en remettre un petit peu à la théorie, ou là, tu vas trop loin, ou là, tu surréfléchis trop. Alors qu'un joueur qui est très cadré, très carré, très tight, qui copie un peu une théorie ou un solver, le fait de le rendre un petit peu plus out of line ou développer son esprit critique, faire le chemin inverse, entre guillemets, tu vois, ça va être beaucoup plus compliqué, tu vois.